Bonjour Gilles. On devrait être au musée Grévin tous les deux. Oui, on devrait être au musée Grévin, je suis Vous êtes au d'accord. musée Grévin ou pas, Laurent Deutsch? Ah non, je suis pas au musée Grévin. Ils n'ont pas encore réussi à me choper. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Valérie. On est ravis de vous recevoir, comédien passionné d'histoire, vulgarisateur de l'histoire. Vous avez écouté une radio. J'ai osé le mot Osons et le mot. ce n'est pas un gros mot, comme vous avez dit chez nos grands confrères de France Info. Ce n'est pas un gros mot de vulgariser l'histoire, de la rendre accessible et c'est ce que vous faites avec Stéphane Bern. Laissez-vous guider. C'est ce soir, 21h10. C'est un formidable document consacré à la Renaissance. Ah, on est à l'intérieur. Oui, hein. oui, non, c'est avec des effets spéciaux de dingue. Effectivement, vous ne les avez pas vus par définition. Non, je Quand vais les vous découvrir. tournez. Je vais les découvrir ce soir avec mes enfants. Mais c'est passionnant, franchement. Moi, je me suis laissé porter par votre duo sympa, complice, celui que vous faites avec Stéphane Bern, parce qu'on parlait de Stéphane Bern puisqu'il était hier au musée Grévin. Absolument. Il a déjà sa statue, mais il fait partie, je crois, du jury, comme on dit, du musée Grévin. Bon, on va pas parler de ça, on va parler de la Renaissance dans un instant. Et vous, la polémique qu'il y a eu un peu des gens sur la vulgarisation, ça vous a énervé? Ça Non, vous a choqué? non, ça m'énerve pas, mais il faut que ces gens-là comprennent quand la vulgarisation les dérange, c'est que il faut bien transmettre. Et pour transmettre, il faut partir d'un point qui n'est pas forcément celui à qui on s'adresse. Et pour aller vers celui à qui on s'adresse, il faut prendre les mots, il faut prendre l'usage, il faut prendre la manière, il faut résumer, synthétiser, simplifier et en tout cas donner envie. Voilà, le but du jeu, c'est de piquer la curiosité pour que les enfants d'aujourd'hui deviennent les grands historiens de demain. Et ça vous gêne pas d'être très contesté, d'avoir d'être à l'origine de polémiques? Non, ça me dérange pas tant que je regarde qui me conteste. Ouais, Voilà. c'est Quand ça. je vois qui me conteste, j'ai compris et je cherche pas à aller plus loin parce que moi, je suis pas ni militant, ni engagé, ni orienté. Moi, mon combat, c'est de faire gagner l'histoire. C'est qu'il y ait de plus en plus d'histoires à la télévision et c'est un combat qui n'est pas encore gagné. Non, mais alors en recherchant dans les mails justement le lien de l'émission, j'ai tapé Laurent Deutsch et je suis tombée, parce que je suis assez bordélique dans mes mails, sur un article qui vous concernait quand on vous avait reçu, je crois, la dernière fois, mais qui datait de 2016. Vous aviez été interdit de conférence dans une école. C'était en 2016. C'était. Il y a quand même. Ça venait de gens qui sont toujours partisans du blocage, comme on le voit en ce moment, et de pour qui. l'intolérance. Non, surtout ce qui est dangereux, c'est que pour eux, l'histoire est un combat. Pour reprendre le terme de Pierre Bourdieu. Et moi, l'histoire n'est pas du tout un combat. C'est même pas un débat. L'histoire, c'est un voyage. Ouais. C'est un voyage et c'est un divertissement. J'ose ce mot-là, et c'est peut-être ce qui finalement pas gêne, mais enquiquine les historiens qui voudraient faire de cette matière. Et ils ont raison. Ça fait partie de l'histoire. Une matière scientifique, une science froide, rigide, incontestable, factuelle, au même titre que les mathématiques, vous savez, un truc de dissection comme ça où on est sur l'objet factuel. Mais avec l'histoire, c'est beaucoup plus dur. Ouais. L'histoire, c'est pas une science froide, c'est une science humaine, au service des hommes, sur les hommes, racontée par les hommes. Donc il n'y a pas plus chaud, bouillonnant et captivant que l'histoire. Donc elle sera jamais une science rigide et froide, l'histoire. Et c'est passionnant ce soir parce qu'on découvre des femmes, Catherine de Médicis, des hommes, et puis une époque incroyable. Mais on va tout de suite passer au zapping, sinon on va se laisser emporter par l'histoire. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, c'était le document de Ligne Rouge sur BFM. Il faisait un portrait croisé entre Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT, évidemment, l'actualité les mettant en valeur. Et quel est le point de différence, le point fort politique entre les deux, vous savez, Valérie? Non, la saucisse. Non, BFM a été chercher vraiment, c'est de l'investigation. C'est la moustache. Il y en a un qui a une moustache, l'autre pas. Ils ont même été chercher un morphopsychologue de la moustache. C'est du grand reportage. Ce signe de moustache, quelque part, est quand même un signe fort, est un signe de pouvoir, est un signe de combat. Ça le durcit, ça le vieillit même d'ailleurs. Ça montre que l'homme se doit de porter cette organisation syndicale qu'est la CGT de cette façon. Philippe Martinez avait plusieurs surnoms, tous en rapport avec son look et en particulier ses moustaches. Donc, surnom le plus facile à retenir, c'était Moustache, tout simplement. Et puis, il y avait aussi Général Tapioca. Ça fait référence à Tintin en Amérique latine, où ce général incarne un personnage extrêmement autoritaire. On n'est pas loin du Pulitzer. Non, je vous le dis, on essore l'information aujourd'hui. C'est incroyable. On tord jusqu'à trouver le moindre angle La possible. moustache lui donne une dureté. Non, mais au-delà de ça, en plus, ce qui est dangereux avec l'information aujourd'hui, c'est qu'on ne retient que l'écume. Par exemple, moi, je viens là pour parler de Laissez-vous guider, et puis si on fait un pas de côté sur autre chose, dans le temps long d'Internet, dans les référencements, etc., on ne retiendra que cette écume-là, que cette espèce de petite pique, de ce petite saillie, où finalement on se dira, mais pour qui il se prend celui-là? Non, je me prends pour personne, je vais lui parler de Laissez-vous guider, mais à brûle pour point,
un bâton rompu comme ça, on peut se laisser aller par plaisir à discuter. Or aujourd'hui, cette écume, cette frange, cette espèce de chose qui n'est que la surface, devient l'essentiel de ce qu'on a pu faire et on nous constitue là-dessus. C'est-à-dire qu'après, ça devient structurant sur Internet. Vous allez sur Wikipédia, il n'y a plus que les petites saillies ou pas de côté qui font de vous ce que vous êtes. Le buzz. Hier, le journal de 20h de France 2 faisait un point sur la fameuse caisse de grève des syndicats. Et ben, vous allez voir, Valérie et Laurent, que ça afflue beaucoup les dons, en fait, pour cette caisse. Il y a pas mal d'argent. Écoutez bien les sommes qui vont être données dans le reportage de France 2, Valérie. 100 € de salaire perdu pour chaque jour de grève. Pour un salarié, la note peut vite être salée. Alors, des caisses de grève, des cagnottes se mettent en place, notamment sur Internet. 250 000 € récoltés par la France Insoumise, plus de 550 000 par la CGT. Des dons en ligne ou des chèques récupérés dans cette fédération du syndicat. Aujourd'hui, là, on a eu un chèque de 1 000 €, donc certainement quelqu'un qui a dû casser sa tirelire. Une somme partagée ensuite entre les salariés, syndiqués ou non, qui auront fait grève au moins 2 jours consécutifs. Et à partir de 2 jours, vous pouvez toucher dans ces caisses qui sont donc alimentées par les dons. On ne peut pas dire que le voyage en Afrique soit un plébiscite pour le président Emmanuel Macron. Ah, on est loin des bains de foule de Jacques Chirac. Emmanuel Macron s'est retrouvé, alors je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était dans le Quotidien, un peu piégé à la conférence de presse avec le président du Congo, où une journaliste a rappelé les propos de Jean-Yves Le Drian. Alors Emmanuel Macron a essayé de louvoyer, mais le président du Congo l'a remis à sa place. C'est une séquence de Quotidien. Il s'est achevé finalement par une espèce de compromis à l'africaine. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, président, il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Oh bah si quand même. Si, a dit le président du Congo. Tiens, si on parlait des nouvelles de Pierre Palmade, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Petit bulletin de santé quotidien. C'est un médecin qui est intervenu sur BFM. Il ne sait pas grand-chose, mais il a quand même dit des choses. Hier après-midi, Pierre Palmade a été transféré dans un autre hôpital parce que là, il y avait un service de chirurgie vasculaire qui probablement, encore une fois, tout ça sont des hypothèses, on essaye de faire à partir de l'histoire que l'on connaît, a peut-être, c'est le plus probable, été opéré, alors on ne sait pas quand et on ne sait pas quand ce sera, pour désobstruer l'artère carotide qui est probablement la cause de l'accident vasculaire cérébral. Ça, c'est l'hypothèse. Dans tous les cas de figure, et je crois que ça a été très bien dit, l'état de santé, quoi qu'on dise, n'est pas compatible avec, bien sûr, un passage en prison. C'est peu probable, peut-être. Vous voulez regarder les chaînes d'infos, Laurent Deutsch ? Ça m'arrive, oui. Ouais. Ça m'arrive. Alors l'avantage, c'est que j'ai l'impression de rien louper. Par exemple, je me souviens pendant le confinement, je suis parti, j'ai eu la chance, j'habitais à la campagne et j'ai pas la télé, donc je suis parti pendant le confinement, j'étais chez moi dans mes bois. Et quand je suis revenu, quand l'école a repris pour les enfants, j'ai vraiment eu la sensation que j'avais rien loupé. Donc c'est pas mal. 2 mois après, ils parlent toujours la même chose. Et l'affaire Pierre Palmade ? Je suis comme tout le monde, j'observe et puis je suis assez impressionné de voir l'ampleur que ça prend, la puissance que ça peut avoir, parce que là encore, on ne parle que de ça, c'est un drame. Et bien, laissons malheureusement les gens qui souffrent de ça en silence et dans le respect et dans ce temps d'abord de l'acceptation de ce qui se passe et ensuite d'essayer d'y voir plus clair. Mais là, on est comme pour souvent, on met la charrue avant les bœufs et on essaie d'avoir des conclusions avant même que Palmade notamment puisse expliquer. Il y avait des grands de l'histoire qui étaient toxicos. Des personnages historiques. Oui. Ah bah oui, il y a plein de personnages qui ne tenaient qu'avec des expédients, et pas que des personnages importants au niveau du pouvoir, les artistes. Je veux dire, au 19e siècle, vous avez qu'à lire Les paradis artificiels de Flaubert, et vous allez comprendre que ça y allait dans l'absinthe. Des rois des reines. Des rois des reines. Oui, tenter des tas de trucs, mais c'était pas forcément des substances illicites. C'est ce qu'ils croyaient souvent. Ils prenaient des drogues en croyant que ça leur faire du bien. Pour revenir à la Renaissance, par exemple, Diane de Poitiers est morte parce qu'elle mangeait de l'or tous les matins, de la poudre d'or. Donc elle pensait que c'était une
une cure de jouvence et que ça lui donnait un super bon teint. Et malheureusement pour elle, ça l'a plombé, littéralement. Oui. Et pour finir, le talent n'attend pas d'être adulte. Hier, il y avait les petites mains symphoniques qui étaient dans C'est à vous. Alors, c'est constitué exclusivement d'enfants âgés de 6 ans qui jouaient du violon. C'était assez impressionnant à voir. Jusqu'à 24 ans, ils étaient hier dans C'est à vous. Musique classique un peu. Ça vous plaît pas? Non, vous n'aimez rien. Vous n'aimez rien. Non, c'est très beau, c'est un peu plombant le matin. Bon, je vous remettrai du bavard après. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec Laurent Deutsch. Laissez-vous guider, la Renaissance. Fabuleux document ce soir à découvrir. Ça, c'est sur très France Renaissance. 2. Et attends, les paradis artificiels, c'est Baudelaire. Oui, c'est Baudelaire. J'ai dit Flaubert. Non, j'ai dit Flaubert, je crois. Ouais. Ah bah des fois, je parle trop vite, je confonds les deux. Oui, non. Non, pourtant, ça n'a rien à voir. Oui, Et pourtant, ça n'a rien à voir. Ouais. Allez, à tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Laurent Deutsch, comédien. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le téléfilm, la fiction dans laquelle vous aviez joué. C'était. Bah, on ne regardait pas, on ne vit pas ensemble. C'est un personnage historique. Non, avec Sagamore-Stevenin. Ah, La Promesse. Oui, La Promesse. C'était hyper. C'était très. Olivier Marchal. Oui, absolument. L'invité du jour, donc Laurent Deutsch, pour Laissez-vous guider, guidé par Stéphane Bern et Laurent Deutsch, un duo qui fonctionne très bien. Un couple, pourquoi duo? Oui. Osez le mot. On forme un couple maintenant avec Stéphane. Oui, vous entendez bien? Super bien. Ouais, je l'aime beaucoup. Ouais. Je l'aime beaucoup parce que on est extrêmement complémentaires et puis lui, il a la noblesse de l'animateur. Comme je le dis souvent, il est élégant. Il vient vraiment pour nous mettre en valeur et non pas pour se servir lui pour créer des situations, des affaiteries, des buzz ou des choses comme ça. Il est pas du tout là-dedans. Il est dans de la simplicité, dans de l'adresse et puis surtout il connaît tout. Il connaît tout, donc il est extrêmement rassurant. Je me suis demandé comment ça se passait parce qu'il vous guide, vous conversez en fait et il sait tout par cœur. Alors on a un scénario, bien sûr. Il y a une mise en scène, il y a un scénario, il y a une histoire. Mais on essaie de se surprendre. On essaie de se surprendre, on rajoute des choses et ça le fait rire. Et il est extrêmement joueur parce qu'il a dans son jeu énormément de cartes. Donc il sait qu'à tous les coups il gagne quasiment parce que il a réponse à tout. C'est un puits de science, de connaissances. Il est hypermnésique, il retient tout et il a la manière avec cette voix savoureuse, ourlée, toujours souriante, parfois un petit peu comme ça, toujours. Il est ravi, Stéphane, et ça fait plaisir. Et vous? Moi j'essaye d'en connaître un peu aussi, mais moi très honnêtement je suis heureux de savoir qu'il me manque plein de choses parce que ça occupe mes journées. Moi je passe mon temps à chercher des choses. Je préfère, bizarrement parce que je parle beaucoup, je préfère écouter moi que de parler parce que quand on écoute on reçoit plus d'informations. Alors que techniquement c'est assez incroyable, il y a des effets spéciaux on est à la pointe. Non, mais c'est top parce qu'on voit, c'est une partie parce qu'on passe de Léonard de Vinci à Catherine de Médicis, mais Paris, la Bourse du Commerce, il y a une colonne. Et à partir de cette colonne, on se rend compte qu'il y avait un palais, un monument, un petit hôtel qui avait été fait construire Catherine de Médicis à côté du Louvre et dont il ne reste plus que cette colonne-là de Ruggieri qui est un vestige de la Renaissance au milieu de cette bourse du commerce toute ronde qui est devenue aujourd'hui, une fondation la fondation Pinault. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Oui, et puis quand on passe devant, quand on se redit, moi l'autre fois j'étais à Versailles, je me suis imaginé tous les gens qui étaient là il y a un siècle avant et c'est toujours émouvant de se dire que tous les gens qui ont été présents, la forêt. Mais je crois que c'est la base de tous les passionnés d'histoire. C'est de se dire que quand ils vont chercher le pain dans leur rue, dans leur boulangerie, ça va beaucoup plus loin. C'est ça. Ça va beaucoup plus loin. Moi, quand j'étais petit, je cite souvent cette anecdote, j'habitais rue de la Reine Blanche, dans le 13e arrondissement. Et quand j'ai appris que la Reine Blanche était Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, qui avait fait construire un couvent au niveau des Cordeliers, près de la Bièvre, pour ses vieux jours, je me suis dit, mais c'est incroyable, quand je vais chercher le pain, ça remonte à Saint-Louis, quoi. Saint-Louis, le roi Saint-Louis au XIIIe siècle est passé là. Et c'est pas que l'idée que ce soit un roi, c'est l'idée que ce soit des gens qui étaient là il y a 800 ans. Les gens qui ont fait ce pays dans lequel on évolue et qui, malgré toutes les crises, malgré tout ce qu'on traverse de compliqué en ce moment, est un jardin merveilleux où on est en liberté, quoi. Comme le disait Charles Quint, la France est un jardin. Et Étampes est une rue commerçante magnifique. Bon, Étampes a un peu changé. Mais non, mais je vous invite d'aller à Étampes. C'est magnifique. Et j'aimerais bien la faire d'ailleurs. J'envoie un message au maire s'il veut m'acheter pour mes chroniques à toute berzingue. Ah oui, vous avez
une chaîne YouTube qui fonctionne très bien, avec Berzingue. Je me suis donné un défi de faire. J'ai commencé à être connu au niveau de l'histoire grâce à Paris, mais maintenant, puisqu'il n'y a pas de territoire oublié, selon moi, puisque tout est histoire, je me suis donné le défi en 15 ans de faire toutes les grandes villes de France, mais 300 villes de France. Ah non, je fais non, j'ai des partenaires. J'ai un budget, c'est pas pour moi, c'est pour mon frère qui est très très exigeant. Et puis, on est une petite équipe, ouais. Et puis c'est vrai que ça coûte un peu d'argent à fabriquer, donc j'essaye d'en vivre. Mais je me fais aider par les villes, les offices du tourisme, les conseils régionaux, les mairies, des partenaires privés qui m'aident à construire ce grand projet, mon grand œuvre, comme disaient les compagnons du devoir. De raconter l'histoire de toutes les villes de France en courant, en 10 minutes. C'est sur Internet, donc Internet, il faut aller vite, il faut raconter un maximum de choses en minimum de temps. Donc je fais ça en courant, de manière accélérée, comme le petit bonhomme de Bénéil. Et en 10 minutes, vous connaîtrez l'histoire de Montargis, Orléans, Sens, Blois ou Fontainebleau, ou Neuvy-sur-Barangeon, ou bientôt Aubigny-sur-Ner. Et vous verrez que c'est aussi passionnant que Paris, puisqu'en définitive, tout ça, c'est des histoires humaines. Est-ce que vous avez déjà vu des fantômes dans vos pérégrinations, demande un auditeur. Ah ben j'en vois tous les jours. Vous vous rappelez le film de Chalaman, Mac Chalaman, le petit garçon qui regarde Bruce Willis et qui dit je vois des gens qui sont morts dans Sixième Sens. Et moi c'est pareil. Moi, quand je vais, par exemple, quand je vais au Panthéon, je vois Clovis, je vois Clotilde, je vois les révolutionnaires, je vois Soufflot qui construit cette grande rue, je vois les Romains qui construisent le Forum, je vois tout ça, et c'est merveilleux. Je vis dans une réalité augmentée, je suis un peu naïf. Des fois, c'est dangereux parce que je me mange des trottinettes sur les pieds, mais je passe mon temps à lever les yeux et à regarder autour de moi, à m'éduquer parce que grâce à l'histoire, c'est un mode d'emploi pour comprendre mon présent. Mais je pense qu'on passera plus dans les sites où on les verra différemment après avoir vu cette émission. Ouais, ce que je disais. Que Chenonceau, qui était un petit manoir au départ, et puis on voit grâce à la réalité augmentée comment ça s'est développé. Et puis cette roue, quand on passera sur le Pont Neuf, c'est incroyable. La Samaritaine, la pompe de Samaritaine, la pompe de la Samaritaine. Et je pense que ce sont des images qui marquent. Restent, absolument. Comment vous tournez, parce que vous ne voyez pas vous les images? Non, on les voit pas, mais on a la chance d'avoir. D'abord, on a des plans, on nous explique. Tout est comment marqué. On a un marquetage au sol. On a une ligne de vie. Au sol, au sol, on a un petit conducteur comme ça qu'on doit suivre pour pas empiéter sur les monuments, pour pas sortir du cadre, pour pas que ça déborde. Mais c'est assez simple en fait. On est relativement statique quand même, et ça se construit autour de nous. On ne le voit pas de nous-mêmes, donc on est obligé souvent d'exagérer. Et parfois c'est vrai qu'on en fait un peu beaucoup, mais on s'amuse. On s'amuse. Magnifique, incroyable. Vous êtes dans la comédie. Pour vous donner une petite idée, on a la bande-annonce, le teaser du début. Ce soir, Stéphane Bern et Laurent Deutsch vous emmènent à la découverte de la Renaissance. Je propose de revenir en 1517. Ouais. Véritable explosion artistique et culturelle au XVe et XVIe siècle, elle permet à la France de découvrir Léonard de Vinci. Il savait tout faire, cet homme-là. Et de se doter de magnifiques châteaux. Oh, il est sublime ce château. Vous avez vu cette élégance? Ça, c'est vraiment très Renaissance. Du Val-de-Loire à Paris, nos deux guides très spéciaux vont remonter le temps pour faire revivre des lieux merveilleux aujourd'hui disparus. Ouais, c'est vraiment passionnant. Je n'ai pas d'autres mots parce qu'on découvre cette époque. Moi, je ne savais pas la médecine moderne en fait qui doit tout à cette époque aussi. Oui, parce que sur l'anatomie qu'on a découvert, et puis les histoires, les intrigues. Et puis surtout la transmission du savoir. La Renaissance, c'est aussi ça. Avec des médecins, on parle de médecine avec Ambroise Paré, par exemple. Il a voulu simplifier la médecine en arrêtant les vieux grimoires savants latins, mais en expliquant clairement aux malades pourquoi et de quoi ils souffraient. Donc il a voulu franciser les choses, et à partir de cette francisation, c'est-à-dire de cette rendre le pouvoir, un peu le pouvoir d'ailleurs, mais rendre le savoir accessible à tous, eh bien ça a malheureusement gêné ceux qui avaient le pouvoir jusqu'alors, en particulier l'Église, puisque ça va déboucher sur les guerres de religion, puisque les protestants voulaient traduire aussi la Bible pour permettre aux fidèles de comprendre, et ça passait pas pour ceux qui tenaient ça dans le Cénacle, un peu comme les historiens rigides qui veulent surtout pas qu'on vulgarise. Moi, en regardant Bonjour les historiens, je vais encore m'en prendre une douille. Les historiens rigides. Non, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, j'en connais pas. J'ai sur une radio concurrente, je fais une émission où j'ai la chance de recevoir des historiens chaque semaine. J'ai pas de refus. Je demande à n'importe quel historien de venir, et il est enchanté, il est ravi, parce que derrière l'historien se cache comme moi un passionné. Un passionné qui a envie de transmettre. Ils sont formidables. Voilà, tous ceux qui sont dans l'émission, il faut le dire. Ils ont une passion à chaque fois, une gourmandise. Mais oui, mais parce qu'on est des passionnés à la base, on est des enfants, et souvent ceux qui n'aiment pas notre travail, qui contestent. Regardez, vous verrez plutôt des militants politiques pour qui
L'histoire est un moyen moralisateur, un tribunal. Nous, on n'est pas... c'est ce qui fait aussi qu'on peut nous reprocher d'être des naïfs. On fait pas des tribunaux, on ne juge personne, on n'est pas moralisateur. Les gens de la Renaissance, pour parler d'eux, ne nous comprendraient pas aujourd'hui. Ils ne vivaient pas comme nous. Donc cherchons pas à dire s'ils avaient raison, s'ils avaient tort, s'ils étaient méchants, s'ils étaient gentils. Ils ne vivaient pas comme nous. Leur esprit n'était pas comme le nôtre. Mais je vous pose pas la question sur le wokisme, alors sur ce courant qui veut revisiter l'histoire à l'aune c'est l'histoire politique, notre actualité. Mais c'est pas nouveau le wokisme, ça a toujours existé. Hein. On a toujours déboulonné les statues, débaptisé les places de gens qu'on considérait comme vaincus, à commencer par les rois de France, qui s'empressaient dès qu'ils étaient au pouvoir de complètement délégitimer et détruire la réputation de ceux qui les ont précédés. Toutes les légendes noires de nos grands rois sont pas le fait récent de républicains qui voudraient écraser définitivement l'ancien régime. C'était le fait des rois qu'on suivit, les autres dynasties, pour effacer le passé. Voilà, on a fabriqué des légendes noires pour dire qu'ils n'étaient pas bons. Croyez en nous, on est mieux que l'ancien. Moi, oui, ce qui m'a étonné, c'est que... Enfin non, la question que je me suis posée... Je vais y répondre, je vais y répondre. Qu'est-ce qui se passait dans les autres territoires? Pourquoi eux n'ont pas eu l'époque de la Renaissance? Pourquoi les autres territoires En France? En France? Non, dans les autres pays. Pourquoi il n'y a pas eu de château pourquoi la Renaissance n'est... elle naît en Italie, la Renaissance. Mais elle va diffuser, la Renaissance. La Renaissance naît en Italie. D'ailleurs, on est assez sympa avec la France dans le résumé que j'ai entendu, parce que la Renaissance, en France, c'est plutôt la fin du 15e siècle. Mais en Italie, elle arrive 150 ans plus tôt. En fait, c'est un grand mouvement qui va toucher tout le monde. Ça va aller en Portugal, ça va aller en Allemagne. Oui, c'était ça. Mais il n'y a pas de grand château, il n'y a pas eu tout ce mouvement qu'on a en France dans les autres pays. Pourquoi? Si, ça s'est développé. Puis, mais ça a pris le temps. Mais regardez, les autres pays au 15-16e siècle, eux, ils sont tournés vers l'Atlantique, alors que nous, on est encore à ramer avec des galères. Eux, ils ont mis des voiles sur les bateaux et puis ils partent découvrir le nouvel monde. Les Français, en retard tout le temps. Souvent en retard. Ah oui, bah oui. On a été souvent, ne serait-ce que par exemple la conquête maritime. Les Portugais, les Hollandais, les Espagnols, qui n'ont pas forcément plus de mer que nous, ils ont été sur l'eau beaucoup plus tôt que nous. D'ailleurs, Richelieu s'en est alarmé au XVIIe siècle. Il a dit c'est pas possible, faut qu'on rattrape notre retard. Le prochain, parce que ça se termine sur un pari entre Stéphane Bern et vous. On est parti en Égypte. Ouais, on est parti en Égypte. Mais pour reprendre l'histoire, pourquoi la France a souvent été en retard, faut bien comprendre que la conception de la France, contrairement à d'autres pays qui étaient plus impérialistes, conquérants, colonisateurs, comme les Anglais, les Hollandais, eh bien nous, on a été plus dans la notion de précaré. Vous vous rappelez, vous avez appris cette expression à l'école, le précaré de Vauban avec Louis XIV. La France était plus territoriale. Elle était moins encline à voyager finalement. Quand on dit que la France recherchait l'Empire perdu des Romains, je suis pas d'accord avec ça. Louis XIV est un roi qui a beaucoup fait la guerre, souvent contraint en fait, contraint de défendre son territoire. Il n'était pas pour conquérir l'Europe, il n'était pas pour il a conquis le Canada, il a voyagé comme tout le monde, il a suivi le mouvement, mais lui son idée c'était la France. La France était paysanne quand les Anglais étaient déjà à la banque en train de voir les affaires qu'ils pouvaient faire de l'autre côté de l'Atlantique. Ce soir, donc à ne pas manquer, laissez-vous guider, la Renaissance, Stéphane Bern, Laurent Deutsch qui vont vous faire comprendre ce qu'a été la Renaissance et rentrer au cœur même des monuments et comprendre leur histoire. Merci beaucoup Laurent Deutsch. On va passer par toutes les petites portes pour rendre hommage à mon ami Florizal qui met des petites portes à Bourges. Et à toute berzingue, c'est sur YouTube pour connaître toutes les grandes villes de France. Bientôt chez vous. Absolument. Vous me dites si je vous coupe, vous me dites quand je vous coupe, Valérie. C'est Jean-Jacques Bourdin qui enchaîne. D'accord, je vous laisse tranquille. Qui va revenir à la réalité de la retraite et des grèves. Écoutez, bonne chance à vous et bon voyage ce soir. Sud Radio.